Merci d'être avec nous. Ça touche pas à mon poste, bien sûr. Merci d'être là, les chéris. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder. Et je sais que c'est votre rendez-vous de vendredi. Vous vous réunissez en famille et vous attendez le point people avec Fabien Lecoeuvre, bien sûr, Mister GG. Merci, Mister GG. Merci d'être là. Oui, merci, Mister GG. Fabien, on va revenir sur Pierre-Jean Chalençon qui est endetté. Oui. Endetté. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il est endetté. Il y a soi-disant qu'on devrait vendre le fameux. Il y a un site à Paris extraordinaire. C'est le Palais Vivienne, c'est rue Vivienne à Paris. Alors c'est quoi ça? Alors c'est un site, c'est 550 mètres carrés, 6 mètres sous plafond, dans un style empire. On habite là-bas? Non, non, il habite pas. Il le loue en fait pour des soirées un peu prestigieuses. Et c'est assez somptueux, c'est très versaillais, mais enfin c'est style empire. Combien il en voulait déjà? Alors il l'a acheté 5 millions d'euros. Il a fait 2,5 millions de travaux dedans. Il en voulait 15, non? Ouais, il en voulait minimum 8, mais au maximum 15. Ouais. Et maintenant ça vaudrait, paraît-il, 19 millions. Ouais. Alors, il a arrêté de payer quelques échéances de la banque. Évidemment, il y a une des banques qui réclame à un moment donné parce qu'il ne pouvait plus payer parce qu'il avait pris un taux variable. Et vous savez, quand on prend des taux variables, c'est en fonction de l'inflation. Évidemment, les taux augmentent. Donc, il a arrêté de payer. Mais il a une chance dans son affaire. Il y a 3 autres banques qui s'intéressent aujourd'hui à cette affaire. Évidemment, donc il est en train de récupérer son dossier. Alors qu'on avait déjà annoncé qu'il était mis en vente aux enchères le 23 mai prochain. C'est ça, mise en... Je crois que ça démarre à 11 millions. Il démarre à 11 millions, ça peut monter jusqu'à 19 l'enchère. C'est ça. 19 millions. Mais c'est un site historique quand même, il faut le savoir. C'est un site prestigieux. Mais lui, il a fait une affaire de fou à 5 millions. Ouais, 5 millions plus 2 millions. Ouais, au total, ça lui a coûté 8 millions. Franchement, il a fait une affaire de fou. Et ça abrite sa collection d'objets napoléoniens. J'y suis allé, c'est absolument magnifique. Alors, il les a déplacés. Je l'ai eu hier soir au téléphone. Il attendait un coup de fil d'ailleurs de Gilles Verdez, qui est son ami. Apparemment, parce qu'il m'a dit... Il peut attendre longtemps. C'est quoi le problème? L'amabilité. Il vous adore. Bienveillance. Non, mais il vous adore. J'aime beaucoup aussi, je plaisante. Et alors, sa collection de Napoléon, comme il nous dit très justement, il l'a mise de côté parce qu'en ce moment, il y a 1 million de travaux qui sont réalisés dans ce lieu même. Il va réouvrir le 30 mai. C'est le groupe Morning qui a récupéré l'affaire, en fait. Morning. Alors, on a quelques photos du Palais Vivienne, regardez. Merci, Patrick. Merci. Merci, tout le monde t'a vu, c'est pas la peine de te cacher. Non, mais c'est bon. Donc là, c'est le... Ça, c'est le grand salon. Et ça, c'est le petit salon. Non, c'est la salle à manger, oui. Il y a beaucoup de dîners qui se font. Et d'ailleurs, souvenez-vous, il y a eu beaucoup d'affaires au moment du Covid. Mais là, ils font des séances de spiritisme ou quoi? Non, parce que pour les séances de spiritisme, c'est une table avec 3 pieds seulement. Et là, c'est 5 pieds. Fais gaffe de ne pas en prendre un dans la gueule. Un pied. Regardez ce qu'il y a d'autre. C'est quoi ça? Il y a une succession de salons. Ça. Il habite pas dedans, lui. Non, il habite au-dessus. Il habite au-dessus. Il habite au-dessus parce qu'il a racheté aussi toutes les chambres de bonne, etc. Il en a fait des appartements, c'est magnifique. Le site est magique, vraiment. Et il privatise l'endroit. Et c'est notamment, il avait été accusé des dîners clandestins, vous savez, pendant le Covid. C'est ce que vient de dire Fabien. C'est ce que vient de dire Fabien. Vous étiez là il y a une minute? Oui, mais je trouve que c'était pas très compréhensible. Ça aurait pu vous intéresser, Cyril, d'acheter un palais? Un palais? On peut pas aller. Un palais. Non, mais c'est spécial, vivre dans de l'Empire, c'est particulier. C'est lourd. C'est lourd, ouais. C'est un peu lourd, c'est un côté, toute cette dorure et tout ça, c'est un peu chargé. 6 mètres 20 sous plafond, c'est beaucoup. Ouais, je sais, mais c'est vrai en plus. Non, mais épuré. De toute façon, vous allez être bien épuré, vous, les prochaines heures. Vous allez voir, votre agenda, il va être bien épuré. Merguez. Qu'est-ce qu'il y a? Épuré merguez. Oh là là. Allez. Le prince Harry est bientôt de retour à Londres, mais on lui interdit de loger au château, Gilles. Oui, on lui interdit tout. Alors en fait, personne ne veut le voir. C'est simple. Donc même son père, il faut savoir que quand son père a déclaré son cancer et a commencé à être soigné, Harry a passé 1h30 avec lui. Aujourd'hui, Harry va revenir pour les Invictus Games. Voilà, c'est des jeux qui sont très chers. Il va revenir là-bas après une absence, mais pour le moment, son père, qui a des audiences avec le Premier ministre britannique, préfère ça, et c'est le protocole plutôt que de voir Harry. Donc Harry va venir sans voir personne. Alors on dit qu'en guise de réconciliation, il est possible que sa famille et lui soient invités cet été au château de Balmoral par le roi. C'est un château où tu vas quand t'es en dépression? C'est ça, exactement. J'ai pas le moral du tout. Je suis enrhumé, j'ai pas le moral. J'ai pas le moral, fallait dans le château là, je suis vraiment pas bien. C'est le château du Balmoral. Il y a que des gars qui sont dépressifs. Ça va, frère? J'ai pas le moral, toujours. Mais c'est surtout... Parce que le roi veut voir ses petits-enfants. C'est normal. Oui. C'est surtout que là, quand il arrive le 8 mai, il est obligé d'aller à l'hôtel. Non, ah ouais. Ah bah oui, il va aller dans le quartier Mayfair. Il va pas à l'Ibis au Formule 1 ou à l'État Potel, à ce que je sache. Non, c'est mieux. C'est mieux. Mais il va aller dans le quartier parce qu'il adore aller manger chez Alain Ducasse, qui, dans le quartier Mayfair à Londres, a son restaurant à côté du Dorchester, qui est le grand hôtel où il devrait descendre. Ah ouais. C'est incroyable d'ailleurs. Quoi, là-bas, c'est incroyable? Non, mais oui, c'est un palace somptueux. Quoi, le Dorchester, Dorchester.
Ouais, Dorchester. Grand Palace. Oui. Mais tu oui. peux dormir dedans quand même mais, Oui, quand même, oui, c'est préférable. Et là, là-bas, il y a du casse. Absolument. Il y a dans le même quartier, etc. Donc c'est à table, quand il vient en Angleterre, il va que chez Ducasse, généralement. Très bien. C'est pas mal. Nous, on avait mangé chez Guy Savoie, tous les deux. Ouais. Ouais. Beau, un souvenir. hein. Ouais, je peux vous dire que j'avais pas pris de dessert. Je suis barré avant. Allez, qu'est-ce qui... Vous êtes cons sans rigoler. Je ne suis pas une menteuse. Caroline Margéridon. Margéridon. On dit Margéridon, et non pas Marguéridon. Ah non. Bah non. Non, c'est ça Ça doit être une antiquaire, oui. Qu'est-ce qu'il y a Ça doit être une antiquaire, Marguéridon. Oui, c'est pas... Merci. Oh là là, la vache. Ouais, c'est pas mal. Par contre, vous n'êtes pas très commode. C'est bon. Alors, cette info qui concerne donc un nouveau clash entre ex-candidats de Danser avec les stars. Et là-bas, sans rigoler, là-bas, c'est un truc de fou. Là-bas, non, mais c'est devenu un coupe-gorge. Non, mais franchement, c'est un coupe-gorge, cette émission. Non, mais attendez. Non, mais franchement, non, mais c'est un truc de fou. Tu viens tranquillement, tu tues, t'arrives comme ça, tu te fais agresser. C'est un truc de fou. Des quartiers nord. Non, mais attends, c'est un truc de fou. Hein. Alors, Inès Reg a parlé de Caroline lundi lors de son passage dans Quotidien. Et encore une fois, elle n'a pas été très tendre. Donc, voilà, donc là, non, mais je vous le dis, moi, je commence à avoir peur. Il faut dire, mais là-bas, c'est Un alours. prendre des mesures de sécurité, Gilles. Regardez. m'a dit qu'il y a un moment qui a été coupé, mais je n'ai fait que être émue et pleurer, donc je sais pas ce qu'il y a. Il n'y a pas une histoire avec Caroline Margeridon? On dit que j'ai envoyé chez Caroline Margeridon? Ouais, je sais pas. Non, c'est pas vrai. Par contre, je peux vous dire que Caroline Margeridon ne m'aime pas. On sait pas ce qui a été coupé. Non, on sait pas. Mais on sait que Caroline Margeridon a des infos que personne a. Par exemple, Caroline Margeridon a dit qu'elle était là le jour où Natacha m'a dit que j'étais une petite salope. C'est pas vrai, elle n'était pas là. On est tout le temps en train d'accabler les jeunes, mais les dames, les mamans, les grands-mères, elles sont pas aussi tout le temps hyper gentilles. Demandez la vidéo de la petite salope et de Caroline Margeridon. Et comme ça, la France m'aimera. Voilà, donc là, ça a été. Voilà, moi, j'en ai mon super remis, quoi. J'ai pas dormi. Les gars, je peux vous dire, mais attendez, vous êtes fous, quoi. J'étais pas bien. Hein. J'ai pris. Non, mais franchement, quoi, c'est vrai, Oui. j'ai pris ça dans la gueule. Donc, Mais alors, bien qu'est-ce qui sûr, se passe donc il y a une double accusation. Ouais. Première accusation, vous êtes une menteuse. Parce que Caroline Margeridon a dit qu'elle était là au moment du premier clash. Ouais, voilà. le genre. Et elle était là, mais donc Inès Reg lui dit, elle n'était pas là. Mais elle dit, j'étais dans les locaux, j'ai Ouais. pas assisté au Tu vois le clash. genre. Voilà, première chose. Et deuxième chose, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé au moment de la fameuse coupure dont on parlait avec Guillaume. Que s'est-il passé lors du prime? Vous savez, la coupure. Caroline Margeridon, à ce moment-là, va féliciter Inès Reg et surtout Christophe Licata. Elle s'approche de Christophe Licata, dit-elle, et à ce moment-là, il y a un clash. Elle se fait alors insulter, rembarrer, on ne sait pas, elle ne veut pas dire les mots que prononce Inès Reg qui ont été extrêmement violents Toi, tu me et qui touches ont pas, elle a dit. conduit à la coupe. Pardon. Qu'est-ce qu'il y a Elle a dit toi tu me touches pas en fait. Caroline Margeridon a félicité Christophe Licata, elle a effleuré Inès Reg et elle l'a repoussé en lui disant toi tu me touches pas. Et Inès Reg le sait très bien quand elle dit ça, elle sait d'une qu'il y a une coupe et deux qu'elle l'a envoyé balader, elle le sait très bien. En même temps, TF1 protège Inès Reg parce qu'elle est dans le prochain programme de Mass Singer. Quand même. Bien sûr. Donc ils sont obligés, ils vont pas monter encore une haine contre elle. Et dans évidemment. une série. Et dans une série. Et dans une série, bien sûr. Sur le harcèlement. Ouais. Ah, c'est bien. Ah, ils ont eu le nez creux. Une fois de plus, là, ils ont eu. Ah bah là, tu vois, là, franchement, il fallait l'avoir l'idée. Hein. Bah, bravo, franchement, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Caroline Margeridon a tenu lui répondre sur les réseaux sociaux. Regardez. J'étais présente quand il y a eu le clash, mais j'ai jamais dit que j'étais présente et que j'ai vu ce qui s'était passé ou même entendu. Et pour ce qui est de la coupure, j'y suis arrivée en dernier et j'ai vu que Christophe et Inès étaient tout seuls et tout le monde faisait des câlins à Nico et Natacha. Et j'ai voulu faire un câlin et dire à Christophe, bravo, vous avez dansé hyper bien. Et là, il y a eu un clash et il y a eu une coupure. Je sais ce qu'on menteuse. Elle supporte pas, apparemment. Ça, j'ai l'impression que là, elle est toute griffe dehors. Elle est énervée. énervée. Mais Ah oui. il va falloir qu'elle Je comprends prononce. Caroline. Mais oui. Et je soutiens Caroline. Mais oui, mais il va falloir qu'elle nous dise C'est vrai, quels je soutiens étaient les Caroline. mots. Mais pas maintenant. Elle s'est Pourquoi fait, pas maintenant? elle s'est Pourquoi fait- pas maintenant? Elle s'est fait couper le genou aujourd'hui. Quoi, qu'est-ce qu'il y a Elle s'est fait couper le genou. Ils lui ont changé un genou aujourd'hui. À qui À Caroline. Ouais. Ils ont changé un genou. Ouais. Mais qu'est-ce que tu crois? Toi, tu crois que tu rentres comme ça, c'est comme au stand, ils prennent un genou, ils t'en mettent un autre. Non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ils lui Elle a plus changent de un genou cartilage. aujourd'hui. Elle a plus de cartilage sur un genou. Ils l'ont changé aujourd'hui. là. Comment tu sais, toi? Ah ben parce que je suis T'étais bien dans son renseigné. genou. T'étais dans son genou, toi? Non, mais je suis bien renseigné. Par contre, toi, le jour où on te change les glaouis, je vais être là. Hein. Parce qu'on a vu, on va les faire venir par ballon dirigeable. Hein.
C'est bon. Ah, bah, je peux vous dire. Vous avez vu Michel Chevalet? Michel Chevalet, vous connaissez Michel Chevalet? Oui. Journaliste scientifique, on l'adore. Et désormais âgé de 84 ans, il était l'invité cette semaine de l'émission Chez Jordan. Et il s'est encore fait niquer puisqu'il est revenu... il est revenu sur le montant de sa retraite qu'il a jugé moyenne alors qu'elle est de 5 000 €. Voilà, un de plus. Regardez. Vous avez une bonne retraite aujourd'hui, Michel? Moyenne, la moitié de mon salaire. 4 000 € de retraite. Voilà, 4, 5. Bon, 5 000 € de retraite. Vous trouvez ça moyen par rapport à ce que vous avez fait? Oui, enfin, bon, on n'en a jamais assez, si vous voulez, mais disons qu'on vit normalement et bien. Hein. Oui, avec 5 000 € on vit bien quand même. Bah, par rapport à ce qu'ont des gens, oui. c'est terrible. Mais pour vous, c'est moyen par rapport à votre train de vie, quoi, on va dire. Ah bah c'est un autre train de vie, on met la pédale douce, ce qui est normal, il faudrait apprendre autrement. Voilà, alors, je vous explique le problème. Vous arrivez, Jordan de luxe, il tourne très tôt. T'arrives, t'as la gueule enfarinée, tu vois un gars, il est habillé, t'as envie de lui demander 2 mojitos et des cacahuètes. Tu te dis, bon, il n'y a personne qui regardera cette émission. Je vous explique, dans le studio, il n'y a personne, il n'y a pas âme qui vive. Ils sont tous les deux. Non, mais le gars se dit, bon, allez, de toute façon, tu peux y aller, on a rien à foutre, on est à la maison. Allez, c'est parti. Et là, tu sais très bien que derrière, bam, tu la prends dans la gueule. Une fois de plus. Ah, mais non, mais t'arrives là-bas, t'as la gueule en biais. Non, mais sans déconner, je connais. Gilles Verdez. Alors, moi, j'adore Michel Chevalet. Il est malin, Jordan, parce qu'il lui dit, c'est moyen. Or, la retraite moyenne en France, c'est 1 530 € brut. Et lui, il se plaint de 5 000 brut. Donc, c'est totalement délirant, Cyril. Il a l'air de trouver que c'est pas assez, moitié moins que ce qu'il avait avant. Mais à la retraite, tout le monde touche moins. Il faut simplement adapter son niveau de vie. Moi, je trouve que ce côté larmoyant, je gagne que 5 000 € de retraite. Allez, arrête de critiquer les gens. Moi, j'adore Michel Chevalet. Moi aussi. Bah oui, je le préfère. Il se plaint pas, Michel Chevalet. C'est juste que Jordan est extrêmement malin. Ah, bien sûr. Il le pousse en disant, non, mais vous êtes vraiment sûr parce que vous prenez des circonvolutions, vous avez l'air de dire que c'est... Mais vous le dites pas vraiment, mais allez, dites-le quand même, etc. Là, tu te dis, vas-y, si je lui dis pas la vérité, il va me sucer mon sang, là. Je connais Jordan, là. Tu dis, il va arriver, tu vois, il va arriver, là, bam. Non, mais tu vas te retrouver avec l'hémoglobine en moins, les globules rouges en billets. Non, mais sans déconner. Ils tombent tous dans le piège. Non, mais c'est vrai, lui, c'est pire qu'un redressement fiscal. Lui, il travaille au fisc, frère. Je peux te dire, il va en ramener de l'oseille à la France. À mon avis, il est 2 chevilles avec des contrôleurs. C'est pas possible. Il est plus fort que Mireille Dumas. C'est un génie. Mireille Dumas était déjà très doué pour faire parler les gens. Et c'est un cran au-dessus, lui. Ah ouais, c'est vrai. Tant qu'il n'a pas sa réponse, il repose un peu. Il n'a jamais la faire. Mais bon, t'as envie de tout lui dire, il a l'air tellement gentil, regarde. Non, mais sans déconner, t'as l'impression qu'il va avoir contrôle d'histoire géo dans 2 heures. Et en fait, j'adore ce mec. Non, mais en plus, je l'adore. Je l'adore. C'était bien. Moi, pendant des années, il m'a fait croire que c'était le neveu de Geneviève de Fontenay. Ouais, c'est drôle. En fait, c'était le neveu de personne, d'une meuf qui habitait à Fontenay-sous-Bois, mais c'est tout, quoi. Non, mais il m'a menti pendant des années. Ouais, pour vous dire, hein. Ah non, croyez pas, c'est un malin. Il est malin. C'est un malin. Mauvaise nouvelle. Loana agressée, séquestrée. Que s'est-il passé? De nouveau hospitalisée à Nice. Gilles. Oui, alors elle a été hospitalisée déjà en février, en mars, on l'a appris. Elle a été hospitalisée là récemment. En fait, il y a eu une alerte chez elle. Les pompiers sont venus. Ils n'ont pas pu entrer par la porte qui était fermée. Ils sont entrés par la fenêtre. Elle a été emmenée à l'hôpital. Alors, elle n'est pas blessée, mais elle déclare avoir été séquestrée et agressée. Et une enquête a été ouverte par le parquet de Nice. Voilà. Pour le moment, il y a encore des mystères autour de cette affaire, Cyril. C'est surtout qu'il y a des incohérences dans ses propos, les propos qu'elle tient aux enquêteurs. Ils n'arrivent pas à suivre. Ils ne comprennent pas ce qu'elle dit. Elle s'oppose 1 minute après, elle dit le contraire de ce qu'elle a dit 1 minute avant. Enfin, c'est très compliqué, apparemment. Donc bon. Mais on sait ce qui s'est passé ou pas du tout? Pas plus que ça. Il y a des gens qui vont être entendus, mais c'est vrai que c'est très bizarre. Il y a une déconnexion entre ce qu'ont constaté les enquêteurs et ce qu'elle dit, parce que séquestration et agression, c'est extrêmement grave. Donc voilà, il y a encore une équation. C'est pour ça qu'une enquête a été ouverte. Et il y a Eril, son compagnon. Monsieur Eril Prieur. Il a demandé surtout à ce que l'équipe médicale la garde à l'hôpital et qu'elle ne sorte pas. Ah oui, pourquoi? Il est inquiet pour sa santé mentale. Il faudrait qu'on invite Eril. Ouais. Comment? Il faudrait qu'on l'invite. On va l'inviter, Eril. On va lui dire de venir. On l'adore. En plus, Eril Prieur, il est pas... Voilà. Oui, parce que ce sont des gens qui, encore une fois, ont donné l'alerte. C'est pas elle qui, apparemment, a prévenu les secours. Donc, si elle n'était pas dans un état capable d'appeler les secours, ça pose de vrais problèmes quant à son état de santé. Donc, il y a une grosse inquiétude. Et on n'a pas le nom de la personne qui l'a séquestrée et agressée sexuellement. C'est une connaissance, apparemment. Elle ne donne pas le nom.
On va parler d'Adriana Carambeu qui accuse de tentative de viol un célèbre réalisateur français dans un livre autobiographique. J'adore, je l'embrasse d'ailleurs, Adriana, qui a un amour, vraiment. Dans un livre autobiographique publié cette semaine, elle révèle avoir été agressée sexuellement en 2010 par un célèbre réalisateur français. Regardez ce qu'elle a dit. Je rencontre un réalisateur pour un film, je ne sais même pas s'il est connu, je n'ai pas son nom. J'ai oublié, ça fait il y a 20 ans. Oui. C'est jeté sur moi, parce qu'il n'y avait pas... C'est une tentative. J'avais entre 30 et 35, je me suis défendue, je trouvais ça dégueulasse, et je suis partie. Je précise, il n'y avait pas d'acte, mais aujourd'hui, je me dis, c'est déjà un geste de trop. Il y a un prédateur qui est en liberté, peut-être qu'il a fait les choses similaires à d'autres personnes, et ça, je regrette de ne pas le dire, vraiment. Oui, elle raconte la scène. Elle dit donc elle sonne à sa porte. C'est un réalisateur qui a déjà plusieurs films à son actif. Effectivement, elle ne donne pas le nom. Il lui sourit, il lui dit « Asseyez-vous ». Il se lève, elle raconte, il se lève, se rapproche de moi sur le canapé, pose sa main sur mon genou, se jette brutalement sur moi, m'embrassant violemment. Et là, elle dit « J'ai 35 ans, j'ai la force nécessaire pour repousser ce prédateur, cet infâme prédateur, et m'enfuir ». Et elle le revoit plus tard dans un restaurant. Elle ressent alors comme un coup de poing dans le ventre et le réalisateur s'approche d'elle comme si de rien n'était. Voilà, elle a voulu témoigner dans ce livre autobiographique. On va parler de Johnny Hallyday. 6 ans après la mort du chanteur, les derniers mots de Johnny Hallyday révélés. Ouais, un livre qui vient d'être publié d'ailleurs, dont il y a beaucoup d'extraits d'ailleurs dans la presse entre Paris Match et Le Point. Très fort le livre, oui. Et c'est un livre exceptionnel. Alors c'est très violent parce qu'on assiste aux derniers instants de Johnny, la dernière année. Il raconte sa dernière tournée, Les Vieilles Canailles, entre autres. Et sur les derniers mots, en fait, ils disent quoi ? Ils disent que c'était très pénible, il a souffert beaucoup. Ils ont commencé la chimiothérapie, l'immunothérapie et enfin la cimentoplastie. La cimentoplastie, c'est quand les os s'effritent, se fracturent seuls et qu'on est obligé de vous injecter du ciment dans les os. Vous imaginez ? Mais quels étaient les derniers mots de Johnny ? Alors, il y a auprès de lui son coach de vie et son garde du corps. Et il va demander à son garde du corps, je t'en prie, continue à t'occuper de ma femme et de mes enfants. Voilà. Et à son coach de vie, il récupère un bijou. Et il demande à son coach de vie de le transmettre à sa femme. Voilà. Alors, et puis ces derniers mots donc, étaient quand même destinés à Laetitia. À Laetitia, absolument. Oui, c'est au courant de ces derniers instants de vie, vous ? Absolument. Et tiens, tu le donneras à ma femme, ce bijou, voilà. Ouais. Je sens que c'est la fin, c'est bon. Et il va partir. Il avait pu choisir qui restait autour de lui lors de ces derniers instants de Johnny ou pas ? Absolument. Il avait choisi ces deux personnes-là. Et puis on se souvient qu'il avait écarté... ses autres enfants, ce qui avait suscité polémique. Et apparemment, c'est aussi dans le livre, Laetitia aurait fait appel à un fameux médecin qui avait soigné notamment Steve Jobs, je crois, c'est ça, voilà, aux États-Unis, et qui avait réussi à prolonger la vie de Steve Jobs de 5 ans. Ah ouais, donc elle a fait appel, c'est ce qui est dit dans le livre, elle a fait appel à ce médecin. Mais ce qui est exceptionnel dans le livre, c'est qu'on s'aperçoit de la foi des artistes, même au bord de la mort. Johnny avait déjà échappé à un cancer du côlon, un cancer de la prostate, et là on lui annonçait un cancer du poumon. Il y croyait, c'est-à-dire qu'il pensait, il parlait encore de sa prochaine tournée, de son nouvel album qu'il était en train d'enregistrer au studio de Suresnes, par exemple. On a pratiquement heure par heure tout ce qu'il a fait les 15 derniers jours. C'est exceptionnel, c'est une biographie remarquable. C'est important que cette fille existe, en tout cas qu'elle ait pu écrire. Alors elle a dû interviewer tout le monde, et pour reconstituer le puzzle, c'est un truc fantastique d'écrire ce genre d'ouvrage. C'est riche d'enseignements parce qu'on s'aperçoit que les artistes, même au bord, mais vraiment au bord, ils sont dans une posture. Et ils y croient toujours encore et encore et encore. Et ça, c'est magique. Oui, d'ailleurs, il rajoute même un truc, parce que c'est biographique, et à la fois aussi, il y a un peu du fictif. Quand même, elle reconnaît elle-même. Pour la liaison. Oui, parce que quand elle dit que c'est les derniers moments, Johnny sentait que le sol vibrait, les applaudissements résonnent dans mes oreilles, et qu'il entrevoit les visages de ses amis. Bon, c'est un peu... Et puis alors, souvent, on a jeté la pierre à Laetitia, et ce livre rectifie bien les choses. Parce qu'en fait, c'est Johnny Hallyday qui demandait à Laetitia, quand David était dans le hall d'entrée de la maison à Marne-la-Coquette, il voulait voir son père, rentrer dans le bureau pour saluer son père, parler avec son père. Et il ordonnait à Laetitia d'aller voir David pour dire non, ton père ne veut pas te voir. Vous imaginez la tâche quand on est la belle-mère. C'est très compliqué, très difficile tout ça. Pareil pour Nathalie Baye quand elle était venue avec sa fille Laura, même chose, il ne voulait pas voir ses enfants. Il voyait ses amis. Je parle de Pierre Billon, tout un tas de gens qui étaient dans le cercle proche de Johnny, mais il ne voulait pas voir, c'est peut-être pour ne pas se montrer dans cette déchéance, à mon sens. Alors justement, on va parler, il y a Sébastien Faron et Laetitia Hallyday, il y a eu des rumeurs à un moment qui étaient en couple. Alors Sébastien Faron, on va rappeler, c'était le manager de Johnny. C'était le manager de Johnny depuis 2012.
Voilà. C'est ça. Et il y a eu quoi? C'était quoi la rumeur en fait? Il y a eu des rumeurs de liaison et lui aujourd'hui dit que c'était absolument invivable pour lui et il parle d'une histoire totalement fausse. Il s'est confié sur ces rumeurs. Mais c'est impossible.